Benjamin Morel est avec nous ce dimanche, maître de conférence à l'université Paris-Panthéon-Assas. Ravi de vous retrouver sur le plateau du 64. Alors l'actualité de ce dimanche, Benjamin, c'est évidemment cette grande marche contre l'antisémitisme à Paris et dans plusieurs autres grandes villes de France. Initiative, je le rappelle, de la présidente de l'Assemblée et du président du Sénat. Initiative qui était censée refléter l'union nationale dans un contexte d'augmentation des actes antisémites depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Cette semaine, côté, en tout cas, classe politique, on a plutôt assisté à une désunion nationale, non ? Plutôt une désunion nationale, en effet. Alors, il y a des raisons de fond, et je dirais qu'il y a des raisons stratégiques. La première raison de fond, c'est est-ce que cette marche signifie cautionner la politique israélienne à Gaza, ou est-ce que c'est vraiment une marche contre l'antisémitisme ? Sur ce sujet, avec de vraies ruptures au sein de la classe politique, notamment au sein de la NUP et de la France Insoumise, vous avez eu une réinterrogation de l'objectif qui pourtant apparaissait relativement clair sous la plume de Yael Braun-Pivet et de Gérard Larcher. L'autre aspect, c'est que la présence du Rassemblement national, évidemment, introduit un facteur de trouble. La stratégie du Rassemblement national, depuis le début de la législature, c'est une stratégie de normalisation. Souvenez-vous l'élection justement de Yael Braun-Pivet au perchoir. À l'époque, Sébastien Chenu retire sa candidature, permettant l'élection de la présidente de l'Assemblée nationale au deuxième tour. Donc le Rassemblement national a comme stratégie d'arriver au secours des causes qu'on pourrait considérer comme étant consensuelles ou de la majorité. En intervenant ici, en manifestant dans le cadre de ce rassemblement, le Rassemblement national a mis un peu en porte-à-faux une partie de la classe politique. Défiler à ses côtés, n'est-ce pas accepter qu'aujourd'hui ce n'est plus justement un parti antisémite, que c'est un parti qui se serait normalisé, mais en même temps ne pas manifester, c'est de ne pas concourir à cette grande union nationale, ce qui évidemment induit une forme de gêne, une forme de problématique pour l'ensemble de la classe politique. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a presque l'impression finalement que depuis un mois, le RN est devenu un des fers de lance de la lutte contre l'antisémitisme en France. On peut évidemment s'en étonner lorsqu'on se penche sur les racines de l'ancêtre de ce parti, le Front National. Selon vous, c'est sincère ou c'est tactique ? Il y a une vraie rupture de Marine Le Pen et de Jordan Bardella par rapport à ce qu'était à l'époque de Jean-Marie Le Pen le Front National ? Alors c'est une question qui est assez complexe en réalité, parce que le Rassemblement national est clairement né à l'extrême droite, au sein d'une extrême droite très antisémite. Et la notion d'extrême droite est complexe en réalité, elle renvoie à une réalité positionnelle. Vous êtes à la droite de la droite. En réalité, vous avez plusieurs extrêmes droites. Vous avez une extrême droite maurassienne, clairement antisémite, une extrême droite fasciste, en partie antisémite, mais pas totalement antisémite. Vous avez également du fascisme qui ne le sera pas historiquement, par exemple au début en Italie. De l'autre côté, vous avez une extrême droite qui n'est pas forcément dans cette culture-là. Donc aujourd'hui, le Rassemblement national marie l'ensemble de ces extrêmes droites. Il naît sur une base clairement antisémite, avec des gens qui étaient dans la Waffen-SS, etc., Ordre Nouveau qui en est le fondement, mais derrière, vous avez un parti qui s'est élargi, qui est devenu un parti attrape-tout, qui s'adresse à plusieurs électorats aujourd'hui, qui est devenu à la fois un parti ayant une partie de son électorat et de ses militants dans la vieille extrême droite antisémite, mais qui est beaucoup plus large et qui ressemble à beaucoup de partis populistes européens. Si vous prenez les cadres, il est indéniable que Marine Le Pen a fait le ménage ces dernières années. Ça ne signifie pas que vous ne gardez pas encore quelques antisémites et une base antisémite. Donc c'est un parti qui s'est élargi et aujourd'hui, arriver à qualifier ce parti de manière claire et certaine n'est pas évident. On a un parti d'extrême droite avec des racines antisémites. Alors vous dites Marine Le Pen, elle a fait le ménage. On a quand même eu cette polémique cette semaine. Jordan Bardella, donc, qui est le président aujourd'hui du Rassemblement national, il s'est exprimé, il était interviewé au micro de BFM et il a dit, on lui posait la question, est-ce que Jean-Marie Le Pen est selon vous antisémite ? Et il a dit, je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen ait été antisémite. Il est ensuite revenu sur une autre chaîne, sur CNews, sur ses propos en disant que Jean-Marie Le Pen s'était évidemment, je le cite, enfermé dans un antisémitisme. Jean-Marie Le Pen, je le rappelle, condamné pour négationnisme et pour justement des propos antisémites. On sent qu'il y a quand même un petit malaise en interne par rapport à cette question. Il est évidemment existant ce malaise au sein du Rassemblement national parce qu'en réalité c'est un parti qui malgré tout est fondé sur des racines, est fondé sur une histoire, une fondation et un leader dont on peut difficilement contester factuellement l'antisémitisme. Mais ce leader c'est également le père de la présente chef du groupe parlementaire et putatif candidat. Donc on ne peut pas non plus construire une rupture tout à fait nette. Regardez ce qui s'est passé par exemple en Italie où là vous avez le MSI, vieux parti fasciste, etc., qui se transforme peu à peu, se centrise pour une partie avec Fini en devenant l'Alliance nationale, puis ensuite
pour une partie, devient frère d'Italie, avec une volonté de vraiment rompre avec le passé fasciste du parti. Pour le RN, c'est plus compliqué. Le nom a changé, les cadres ont en grande partie évolué, mais en effet, il y a malgré tout le nom Le Pen qui fait que la rupture qui signifierait totale reconversion n'est pas tout à fait simple, n'est pas tout à fait évidente. Alors justement, le Rassemblement national, c'est ce qui posait, en tout cas officiellement, problème à la France insoumise, hein, qui n'a pas voulu participer à cette grande marche contre l'antisémitisme. En tout cas, la France insoumise a souhaité le manifester, son opposition à l'antisémitisme, différemment dans d'autres rassemblements plus petits. Quelle est la stratégie de la France insoumise? Elle cherche à séduire un électorat peut-être musulman, comme ça a pu être dit et écrit dans la presse? Ou elle est en pleine faute politique, elle part à la dérive? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a plusieurs stratégies en réalité qui se télescopent. La stratégie électorale, elle est évidente. Il s'agit de solidifier un électorat en disant, nous sommes les seuls à défendre une position qui peut être présente dans cet électorat et donc ce faisant, créer une forme à la fois de rente de situation dans un paysage politique où la multipolarisation de la vie politique d'un côté, où la forte abstention de l'autre fait que celui qui peut emporter une élection n'est pas celui qui a la plus large base électorale, mais celui qui arrive le mieux à la mobiliser. Si vous arrivez à tenir une base électorale, à vous adresser à elle, à être le seul à vous adresser à elle et à la surmobiliser, ça peut être quelque chose de fondamentalement déterminant, avec ensuite un effet vote utile qui peut vous élargir d'autres électorats. Cette stratégie-là, elle n'est pas cyniquement absurde d'un point de vue politique. Et on a vu que pour Jean-Luc Mélenchon et pour certains candidats aux législatives, elle pouvait même plutôt bien fonctionner. Ensuite, est-ce qu'elle ne représente pas à terme un plafond de verre? On voit que là-dessus, la France insoumise, même chose au moment des émeutes, part sur une logique qui est une logique au début très radicale et finalement tente de trouver une forme de modus vivendi. Certes, on ne va pas manifester lors de cette manifestation, mais on va manifester ailleurs. On va trouver des rassemblements plus consensuels parce que le RN n'y est pas. Donc on voit que là-dessus, la stratégie n'est pas tout à fait simple et elle n'est d'autant moins claire qu'en réalité, vous avez au sein de l'AFI, certes Jean-Luc Mélenchon, mais ensuite des voix qui peuvent être tout de même relativement divergentes entre François Ruffin d'un côté et David Guiraud de l'autre. Vous avez quand même eu un delta positionnel sur ce sujet qui n'est pas mince. Et en même temps, la France insoumise a choisi l'emplacement de l'ancien Veldiv pour sa manifestation. Rassemblement qui a été perturbé par des manifestants, on le voit sur les images, avec ces pancartes « Touche pas à la mémoire, touche pas au Veldiv », qui reprochent justement à Jean-Luc Mélenchon ses ambiguïtés sur cette question. Ça, c'est pas très bon quand même pour la communication de Jean-Luc Mélenchon. Alors l'image, de toute façon, pour la France insoumise dans cette affaire est assez désastreuse, nonobstant l'effet mobilisation différentielle que j'évoquais tout à l'heure. Mais sinon, en effet, quoi qu'ait voulu envoyer comme signal le parti en défilant au Veldiv, ce signal, il est devenu fondamentalement négatif. Déjà parce qu'il n'est pas certain que manifester au Veldiv était extrêmement malin du point de vue de la réception du message. Et ensuite parce que, évidemment, les contre-manifestations, et vous les avez pas citées, mais les réponses également à ces contre-manifestations, c'est-à-dire en traitant de fascistes un certain nombre de contre-manifestants, notamment de la part de manifestants de l'AFI, fait que l'image est évidemment fondamentalement profondément désastreuse. Donc là, on voit que la communication très mal maîtrisée et sans doute là, le manque de clarté de certains cadres au moins, fait que pour la France insoumise, c'est quelque chose qui risque de rendre l'avenir compliqué et de rendre également le maintien de la NUP compliqué, parce que pour beaucoup de partenaires de l'AFI qui défilaient dans la manifestation Larcher-Braun-Pivet, les images de ces contre-manifestations vont être dures également à justifier. Alors l'autre grande absence de cette manifestation, de cette marche, c'est évidemment Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui toutefois a dit hier qu'il y serait par le cœur et par la pensée. À droite, Éric Ciotti a demandé justement au chef de l'État de clarifier les motifs qui l'ont conduit à ne pas venir. S'il avait été, alors il y a évidemment probablement des raisons d'ordre purement sécuritaire, mais s'il avait été là, Emmanuel Macron, est-ce que ça ne lui aurait pas aussi été reproché par une partie de la classe politique ? C'est possible, il y a deux grands éléments qui peuvent permettre d'expliquer cette absence. Les éléments qu'avance Emmanuel Macron dans sa lettre ne sont pas clairs, en disant je ne manifesterai pas tous les jours, etc. La réalité, c'est que François Mitterrand a défilé dans ce type d'événement, comme Nicolas Sarkozy, comme François Hollande, je ne parle pas de cette fois-ci, mais quand ils étaient présidents de la République. Donc la présence d'Emmanuel Macron n'aurait ni été choquante, ni réellement été tout à fait extraordinaire. En revanche, on aurait pu en effet lui faire reproche d'avoir manifesté avec le Rassemblement national.
Toutefois, il invite également, et il va bientôt réinviter le 17 aux rencontres de Saint-Denis, Jordan Bardella à discuter de l'avenir du pays. Donc est-ce que vraiment cette raison peut être une raison suffisante ? Peut-être, peut-être pas. L'autre élément, c'est que Emmanuel Macron est dans une stratégie, eh bien, je dirais, de maintien de l'unité nationale, en prenant en compte qu'aujourd'hui, vous avez une société qui peut être considérée comme étant clivée sur ce sujet-là. On le voit notamment dans son intervention récente devant la presse britannique, où il tente de ménager. Devant la presse britannique, oui, on observe quand même un changement de ton vis-à-vis d'Israël. En tout cas, il demande à l'État israélien de cesser les bombardements contre les civils à Gaza. C'est ça, on rentre dans... Ce n'était pas tout à fait le discours du début, en tout cas. C'était pas du tout le discours du début. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, il s'agissait de construire une coalition internationale sans trop l'aval du Quai d'Orsay, contre le Hamas. Et maintenant, il s'agit même de parler de cessez-le-feu contre Daesh. Et donc là, on a un changement de pied qui est total, qui, du point de vue de la clarté de la position française au Moyen-Orient, n'aide probablement pas aujourd'hui nos diplomates. Donc ce grand écart, il s'explique également pour des raisons internes. On a un Emmanuel Macron qui veut tenter de camper une forme de position d'unité, ce qui en dit beaucoup en réalité sur la manifestation d'aujourd'hui. Évidemment qu'elle devrait être consensuelle. Évidemment qu'on devrait tous se retrouver derrière le mot d'ordre de la lutte contre l'antisémitisme. Le fait que le chef de l'État tente de préserver une parole consensuelle en n'y étant pas présent, c'est peut-être le fait le plus inquiétant. Et en même temps, effectivement, vous disiez à l'instant message d'unité. Il y a eu aussi cette conférence humanitaire pour Gaza qui a été organisée dans la semaine par Emmanuel Macron. Alors il a réussi à obtenir 1 milliard d'euros de promesses de financement humanitaire à destination justement de l'enclave palestinienne. Les ONG, plusieurs ONG se sont dites plutôt déçues. Quel bilan est-ce que vous en tirez de cette conférence humanitaire ? On a un élément qui malgré tout peut être intéressant. La question c'est, est-ce vraiment aujourd'hui ce qui peut permettre de débloquer la situation, sachant que la situation n'est pas seulement bloquée d'un point de vue humanitaire, elle est bloquée d'un point de vue politique et diplomatique. Et ce que l'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire les changements de pied d'Emmanuel Macron, une sorte de diplomatie française qui sur ce sujet ne semble pas particulièrement performante, également parce que, nonobstant le chef de l'État... On a quand même, pardon je vous coupe, mais l'impression que la France aujourd'hui a énormément de mal à peser sur la scène internationale. On se souvient de ces tentatives de médiation d'Emmanuel Macron, par exemple, entre l'Ukraine et la Russie. Il appelait et se mettait en scène en vidéo, appelant Vladimir Poutine. Bon, finalement, ça n'a rien donné, le conflit est toujours en cours. Là, c'est la même chose qui est en train de se produire. On verra à la fin, parce qu'évidemment, la diplomatie, elle est efficace quand elle marche à bas bruit. Et justement, l'un des problèmes, c'est peut-être qu'elle fait beaucoup de bruit et que donc elle est inefficace. Je dirais qu'il y a 3 facteurs. Le premier facteur, c'est que, on a une diplomatie qui aujourd'hui n'a plus réellement de colonne vertébrale. Prenez l'époque, années 80, 90 et début 2000, la position de la France était claire dans la lignée notamment des accords d'Oslo. Et donc, à partir de là, il n'y avait pas de grands mots, il n'y avait pas de coalition internationale contre le Hamas ou tout d'un coup de cesser le feu, mais il y avait une ligne claire. Et cette ligne claire permettait de discuter avec tout le monde sur la base de cette ligne. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais alors, comment vous l'expliquez justement cette absence de clarté dans la ligne diplomatique française ? On voit qu'il y a une fragilisation de cette ligne parce qu'on considère qu'à partir de la fin des années, au début des années 2000 plutôt, la position de 2 États est une position nécessaire, mais une position compliquée à tenir parce qu'en réalité, improbable à l'instant T. Et donc, à défaut de solutions qui soient probables, la diplomatie française n'a pas réellement d'autres options à offrir. L'autre aspect, c'est qu'on a quand même une diplomatie qui a été fondamentalement fragilisée. Évidemment, la fragilisation du corps des diplomates sous Emmanuel Macron, mais même avant, une baisse continuelle des budgets du Quai d'Orsay qui fait que le grand réseau diplomatique que nous avions continue à exister par rapport à nos voisins, mais n'est pas non plus tout à fait ce qu'il pouvait être il y a encore quelques décennies. Le dernier élément, c'est que cette position diplomatique française, Emmanuel Macron l'a beaucoup personnalisée dans un rapport interindividuel avec Vladimir Poutine. Souvenez-vous, la bromance avec Donald Trump. On voit que ce rapport très personnel, en réalité, ça ne marche pas très très bien. Et que souvent, c'est justement plutôt le travail de fond, le travail qui se fait à bas bruit, qui permet ensuite d'agir sur les rapports de force politique et pas les rapports interpersonnels qui sont souvent très évanescents et qui n'engagent pas réellement les dirigeants. Et en tout cas, pas très efficace, effectivement. Merci beaucoup, Benjamin Morel, pour vos analyses et vos décryptages. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Panthéon-Assas.